Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tour de l'actualité. À la une, ce soir, nous parlerons de la Journée internationale des migrants, journée qui vise à reconnaître les contributions des droits des personnes qui ont quitté leur pays d'origine pour des raisons économiques, politiques, sociales ou environnementales. Vous le verrez. Nous parlerons également santé et nous nous intéresserons aux mesures prises par l'État togolais pour contrer les maladies tropicales négligées qui touchent la population. À l'international, une importante explosion a touché la Guinée ce lundi, occasionnant des dizaines de blessés et laissant Conakry, ville où le principal dépôt de carburant du pays a pris feu dans un état de désolation. On en découvrira un peu plus sur l'état des lieux dans ce journal. Aussi en Égypte, les résultats des élections présidentielles viennent de tomber. Abdel Fattah al-Sisi a été réélu président de l'Égypte avec 89,6% des voix. Le président s'apprête à briguer son troisième mandat. On y reviendra. Et c'est tout pour les titres. Restez avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Togo s'apprête à lancer son premier recensement biométrique, collectant empreintes digitales, iris et photos conformément à une nouvelle loi visant à améliorer la planification gouvernementale et les services aux citoyens, tout en soulignant l'importance de protéger la confidentialité des données dans ce processus. Les détails avec Harold Mesanto. Comme annoncé le 24 août dernier par l'Agence nationale d'identification biométrique ANID, le Togo se prépare au lancement de son tout premier recensement biométrique des personnes physiques d'ici la fin de cette année. En conformité avec l'avant-projet de loi adopté en Conseil des ministres le 16 mars 2022, modifiant la loi de septembre 2020 sur l'identification biométrique au Togo, ce projet vise à recueillir les empreintes digitales, l'iris et les photographies de chaque résident. L'objectif principal est de créer une base de données centralisée pour obtenir des données démographiques précises, facilitant ainsi une meilleure planification gouvernementale et la prestation de services aux citoyens. Dans le cadre de cette initiative, une délégation du comité local d'enregistrement clé a récemment visité les sites de Biancouri et Lolongou dans la commune de Sankacé 2. Cette visite avait pour objectif de superviser les opérations d'enregistrement et de sensibiliser les populations locales à participer activement au projet. Bien que la biométrie offre une identification fiable et rapide, basée sur des caractéristiques biologiques uniques, elle soulève également des préoccupations quant à la confidentialité et à la sécurité des données personnelles. Dans ce contexte, il est crucial que les autorités, les entreprises et les individus prennent des mesures appropriées pour protéger ces données sensibles contre les risques potentiels de vol ou de divulgation par des pirates informatiques. Aujourd'hui, 18 décembre, est consacré par les Nations Unies comme la Journée internationale des migrants. Il s'agit pour la communauté internationale en ce jour de promouvoir une gestion humaine et ordonnée des migrations bénéfiques pour tous. Constat de Bernard Canvy. L'Agence des Nations Unies pour les migrations OIM ne cesse de placer la migration comme l'une des solutions aux défis mondiaux. Ce 18 décembre est destiné à promouvoir une gestion humaine et ordonnée des migrations bénéfiques pour tous. En effet, depuis 2010, le nombre de migrants et plus particulièrement les migrants africains a augmenté de 30%. 15% d'entre eux vont en Europe dans des pays où ils compensent souvent des pénuries de personnel qui posent problème à l'économie des nations d'accueil. La migration est un droit humain, mais malheureusement, de graves violations des droits de l'homme se produisent tout au long de la route migratoire du pays d'origine au pays de destination et de permanence aux frontières extérieures. La route de la Méditerranée, qui fait transiter les migrants par la Libye, est communément décrite comme l'une des routes les plus dangereuses au monde. Selon l'ONU, plus de 2500 hommes, femmes et enfants sont morts ou disparus en Méditerranée en 2023. Cela représente une augmentation de près de 50% par rapport à la même période en 2022. Les maladies tropicales négligées MTN sont un ensemble de maladies qui sévissent dans les zones tropicales. Ces maladies touchent également le Togo et ont des conséquences assez graves sur la population. Pour pallier à cela, le Togo a mis en place des stratégies permettant d'éradiquer 4 de ces maladies. Plus de précision dans cet élément signé Claire Gagnon, commenté par Bernard Canvy.
Les maladies tropicales négligées regroupent 20 affections diverses qui sévissent principalement dans les zones tropicales touchant plus d'1 milliard de personnes dans les communautés les plus défavorisées. Elles résultent de divers agents pathogènes tels que les virus, les bactéries, les parasites, les champignons et les toxines, engendrant des conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices. Parmi ces conséquences, l'on note les retards cognitifs, les retards de croissance entraînant stigmatisation et exclusion sociale. Ces maladies peuvent également être transmises de parents à enfants. L'OMS estime que plus de 1,7 milliard de personnes ont besoin d'un traitement pour au moins l'une de ces affections, appelant à des investissements audacieux pour les vaincre. Dans cette perspective, le Togo a instauré plusieurs mesures, notamment le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, un plan stratégique pour la période 2022-2024 visant à pérenniser les acquis de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Le pays a également adopté une stratégie visant à interrompre la transmission et à prévenir de nouvelles transmissions. Toutes les actions entreprises ont conduit à l'élimination de 4 de ces maladies: la drépanocytose, la filariose lymphatique, la trypanosomiase humaine africaine et le trachome. Précisons que cette réussite a valu au Togo une reconnaissance de l'Organisation mondiale de la santé, distinction témoignant des progrès significatifs réalisés par le Togo dans l'amélioration de la santé et du bien-être de sa population, ainsi que de son engagement à améliorer ces maladies dévastatrices. Par ailleurs, le pays a célébré l'élimination de ces maladies le 14 décembre dernier. La page internationale à présent en Guinée, le principal dépôt de carburant du pays, situé en Conakry, a été touché par une forte explosion suivie d'un incendie ce lundi même, entraînant des dizaines de blessés selon une source médicale. Les écoles et les administrations ont été fermées en raison de l'incendie. L'origine de l'incendie demeure toujours inconnue, mais le gouvernement a annoncé qu'une enquête serait ouverte pour déterminer les causes et les responsabilités. Reportage. En Guinée, une dizaine de personnes ont été tuées et 84 blessées à la suite d'une explosion lundi peu après minuit dans un terminal pétrolier dans la capitale Conakry. Parmi les blessés, au moins 10 personnes grièvement brûlées se trouvent dans un état critique. Selon des sources policières, l'incendie est en train d'être maîtrisé, mais le bilan est pour l'instant provisoire. L'explosion qui s'est produite dans l'unique terminal pétrolier de ce pays de l'Afrique de l'Ouest a secoué le quartier administratif de Kaloum, dans le centre de Conakry. La déflagration a soufflé les fenêtres de plusieurs maisons voisines, forçant des centaines de personnes à fuir la zone. L'incendie d'origine inconnue pour le moment pourrait directement impacter les populations au vu de son ampleur et de ses conséquences, a annoncé le gouvernement guinéen. Parlant élection présidentielle en RDC à présent, le candidat Martin Fayulu, en course vers la présidentielle, s'est adressé à ses milliers de partisans lors d'un grand meeting ce samedi passé à Kinshasa dans le cadre de sa campagne électorale. Il dénonce la dépendance du pays aux puissances étrangères et expose ses promesses dans le contexte où il serait élu. Nous l'écoutons plus tôt. Un dernier rassemblement géant, une foule qui scande son numéro 21. Samedi, le candidat de l'opposition congolaise Martin Fayulu était en campagne à Kinshasa, sur un ton pour le moins rancunier. Notre pays, la République démocratique du Congo, a été vendu à des étrangers. Pour devenir président, il faut s'adresser aux étrangers afin qu'ils puissent trouver un accord pour que vous deveniez président. Félix Tshisekedi aurait-il été élu président en 2018? Le candidat malheureux de 2018 est en course pour la présidentielle de RDC, prévue ce 20 décembre. Il apparaît nostalgique des années Mobutu à la tête du pays.
Nous allons ramener l'unité nationale aujourd'hui. Depuis le départ de Mobutu, si nous pouvons nous souvenir de lui pour une seule chose, que serait-ce? L'unité nationale. C'est pourquoi nous parlons de ramener la cohésion nationale. Un père, une mère, une nation. Face à des milliers de partisans, Martin Fayulu formule clairement ses ambitions. En cas de victoire, il est question de bonne gouvernance. Nous allons lutter contre la corruption. Nous allons faire ce qu'on appelle en français une gouvernance intègre. Si vous volez de l'argent de l'État, où finirez-vous? Vous irez en prison après enquête et on verra bien si vous possédez des actifs et comment vous les avez acquis. Si vous ne pouvez pas prouver comment vous avez accumulé vos actifs, alors tous vos actifs deviendront la propriété de l'État. Ce sont plus de 45 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes ce mercredi en République démocratique du Congo. Toujours en RDC, le pays assiste à un recul démocratique à l'approche des élections présidentielles, avec des journalistes emprisonnés et un meurtre politique non résolu. Les inquiétudes grandissent alors que le président Félix Tshisekedi est critiqué pour le bilan en matière de droit depuis son arrivée au pouvoir en 2019. Les affrontements entre partis rivaux soulèvent des préoccupations quant à la sécurité du vote prévu le 20 décembre. Plus d'informations dans cet élément. En République démocratique du Congo, les militants de droits de l'homme déplorent un recul de la démocratie. À l'approche des élections, des journalistes croupissent en prison pendant que le meurtre d'un opposant n'est toujours pas résolu. Une série d'événements récents a suscité des inquiétudes quant au bilan du président Félix Tshisekedi. Je pèse les mots, les 6 premiers mois de son pouvoir ont été très satisfaisants pour nous défenseurs des droits humains. Il y a eu, je dois vous le dire clairement, la libération des prisonniers politiques, l'ouverture de l'espace politique, civique. Il y a eu des manifestations publiques pacifiques organisées ici et là qui n'avaient jamais été réprimées. Tout le monde pouvait s'exprimer librement. Il y a des exilés politiques qui sont rentrés en République démocratique du Congo. Ça a été très positif. Mais c'est après cela, malheureusement, que nous avons commencé à constater que les vieilles méthodes, je peux dire, répressives des manifestations publiques ont repris surface. Tshisekedi a libéré des centaines de prisonniers politiques lors de son entrée en fonction. Mais l'optimisme initial a commencé à s'estomper après la reprise des intimidations contre les critiques en 2020. Nous croyons qu'il y a encore des efforts à fournir. Je ne voudrais pas ici donner l'impression que le régime Tshisekedi ne garantit pas la démocratie sur toute la ligne. Je crois qu'il faut aussi relativiser. Comme je dis, il y a des bonnes choses parce que les critiques aujourd'hui, même dans les médias, il faut avouer qu'elles sont faites librement, à visage découvert. La République démocratique du Congo doit organiser des élections le 20 décembre prochain. Tshisekedi, 60 ans, briguera un second mandat. L'Ouganda a adopté en mai 2023 l'une des lois des plus terribles contre l'homosexualité. Les groupes de défenseurs des droits de l'homme et les puissances occidentaux ont réagi face à la sévérité de cette loi et imposent des restrictions au pays. Aujourd'hui, l'examen de la première contestation de cette loi a débuté et on en sait un peu plus dans ce reportage. Une cour constitutionnelle ougandaise a commencé ce lundi à examiner la première contestation d'une loi draconienne anti-homosexuelle. Cette loi avait suscité des critiques de la part des Nations Unies et conduit à des restrictions de visa aux États-Unis pour les représentants du gouvernement. Parmi les signataires de la pétition réclamant l'abrogation de la loi figurent plusieurs militants des droits de l'homme, 2 professeurs de droit de l'université Mekerere de Kampala et 2 législateurs du Parti national Résistance Mouvement de Museveni. Ce pays de l'Afrique de l'Est a adopté en mai l'une des lois les plus sévères au monde contre l'homosexualité, suscitant des critiques des groupes de défense des droits, des Nations Unies et des puissances occidentales. Les États-Unis avaient annoncé le mois dernier qu'ils retiraient le pays de l'accord commercial AGOA à partir de janvier 2024.
L'Ouganda a accusé mercredi l'Occident de tenter de faire pression sur l'Afrique pour qu'elle accepte l'homosexualité. Et nous continuons avec les résultats des élections présidentielles en Égypte. Abdel Fattah al-Sisi a été réélu président de l'Égypte avec 89,6% des voix selon l'autorité nationale des élections. Il entame son troisième et dernier mandat de 6 ans face à des adversaires peu connus. Plus de précisions dans cet élément. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a remporté l'élection présidentielle en Égypte avec 89,6% des voix, s'assurant sans surprise un nouveau mandat de 6 ans. L'autorité nationale des élections a déclaré que la participation avait atteint un taux sans précédent de 66,8% parmi les 67 millions d'électeurs égyptiens. Le président était opposé à 3 candidats, Hazem Omar, chef du Parti populaire républicain, et deuxième avec un scrutin de 4,5% des voix. Farid Zahran, chef d'un petit parti de gauche, et Abdessamad Yamama du WAF de parti centenaire, mais désormais marginal. La victoire de Sisi lui assure un troisième mandat débutant en avril et censé être le dernier conformément à la constitution égyptienne. 7 ans déjà que Mohamed Zouari n'est plus. L'homme avait été assassiné au volant de sa voiture le 15 décembre 2016 à Sfax, dans le centre du pays, à l'âge de 49 ans. Comme chaque année, les Tunisiens ont fait une marche commémorative en souvenir de l'un des experts dans le développement des drones. Qu'est-ce qui fait la particularité de la marche de cette année? Les éléments de réponse dans ce reportage. 1 millier de personnes ont marché samedi dans les rues de Sfax, en Tunisie, pour commémorer le 7e anniversaire de l'assassinat de Mohamed Zouari, cadre tunisien du Hamas. Cet ingénieur expert en développement des drones pour le mouvement islamiste palestinien avait été criblé de balles au volant de sa voiture le 15 décembre 2016 à Sfax. Chaque année, nous commémorons l'anniversaire de l'assassinat du martyr Mohamed Zouari, mais à une échelle limitée. La commémoration de cette année est particulière car elle coïncide avec l'inondation d'Al-Aqsa. Autour du slogan « Le chemin du martyr jusqu'à la libération », la manifestation est vite devenue pro-palestinienne dans le contexte de guerre entre Israël et le Hamas. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée.